blocage des prix et des salaires, fermeté, décide le séminaire socialiste de Maison Lafitte. Notre enquête sur la crise dans le marché des résidences secondaires. Émotion en Grande-Bretagne après la découverte d'un nouveau scandale, peut-être une énorme affaire d'espionnage. La mobilisation d'un petit village de l'Eure qui refuse le départ de 3 enfants que l'on retire à leur nourrice. Et puis une 5e chaîne commerciale dans 4 ans. C'est une hypothèse réaliste, déclare le ministre de la Communication. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la grande transhumance un peu partout en Europe. En cette mi-juillet, des records ont été atteints au péage d'autoroute. Un bouchon de 68 km aujourd'hui entre Valence et Vienne, sur l'autoroute A6 donc. Une migration des Allemands ici sur ces images via l'Espagne, vers l'Espagne, via la France. Et très souvent d'ailleurs un séjour plus long que l'habitude dans notre pays. La récente dévaluation le rendant encore plus attractif pour nos voisins ouest-allemands. Avec parfois quand même quelques mauvaises surprises, les agriculteurs ont fait savoir qu'ils manifesteraient, ils ont déjà commencé à le faire hier soir à Narbonne. Il s'agissait de viticulteurs qui s'en sont pris au centre des impôts. Ils ont également bloqué la voie ferrée Toulouse-Narbonne et ont bloqué aussi un certain nombre d'axes routiers. D'autres actions du même style ont été annoncées. Ici, vous le voyez à Brest, sur la voie express Brest-Quimper, les producteurs de tomates ont distribué gratuitement 15 tonnes de tomates aux automobilistes, mais ils ont aussi déversé le contenu de plusieurs camions devant la sous-préfecture de Brest. Ils affirment que le kilo de tomates vendu 1 franc leur revient à 3 francs. Hier soir, je vous faisais part de l'inquiétude de François Guillaume, le président de la FNSEA, qui avait peur de ne pouvoir contrôler toutes ses troupes. Les paysans, a-t-il dit, sont extrêmement déçus des refus qu'ils ont enregistrés il y a 2 jours lors de la rencontre de Matignon. Tout est possible, y compris les actions contre les ministres. Autre secteur touché par l'immobilier, par la crise, l'immobilier. Nous avons voulu savoir comment cette conjoncture économique difficile était vécue dans le marché de la résidence secondaire. Vous savez peut-être que la France est le numéro 1 mondial pour le nombre de résidences secondaires par habitant. Mais en un an, les ventes ont chuté en moyenne de 35%. On peut parler d'une véritable déroute à la montagne, mais depuis 2 ou 3 mois, il y a eu une certaine reprise sur la Côte d'Azur. L'enquête de Jean Pézieux et de Claude Sicard autour de Paris et sur les bords de la Méditerranée. Depuis 2 mois, les Valéry, lui est cadre, elle secrétaire, passent tout leur week-end ici à Darvaux, à la limite de la Seine-et-Marne et du Loiret, département favori des Parisiens avec le Loiret. La maison, sans prétention, a été payée 400 000 francs. Notez que la campagne abrite 2 résidences secondaires sur 3 en France. À l'origine, de voulu acheter quelque chose en montagne. Et puis on a exploré pendant 2 années, on s'est promené, et puis on a finalement, on a fait le point. On s'est rendu compte qu'on irait au maximum une fois ou 2 par an, que ça nous coûterait cher, ou alors qu'il faudrait louer, avoir des problèmes. Et comme on a des enfants relativement grands, on a tous dit qu'on pourrait passer de meilleurs moments ici, tous ensemble. À 80 km de Paris, c'est l'idéal. Mais il a fallu financer. Le financement, on a fait un petit héritage, on a un appartement que l'on doit réaliser dans la région parisienne et c'est ce qui va nous permettre de financer cette maison. Les vendeurs étant plus nombreux que les acheteurs, selon les agents immobiliers, depuis 1 an, le prix des maisons anciennes a baissé de 25%. Quant aux résidences neuves, on en construit 10 000 de moins par an qu'avant 1975. C'est partout la chute, sauf en certains endroits en bord de mer où on assiste à une reprise depuis Pâques, comme en Provence-Côte d'Azur. Certains pourtant, comme Dominique Marty, doivent renoncer. Dès 80, ils visaient une maison avec un prêt de 150 000 francs, mais depuis, le coût du crédit n'est plus le même. Disons que les taux à l'époque devaient être de l'ordre de entre 12 et 15%. Or maintenant, j'ai rien trouvé en dessous de 18-19. Grosso modo, ça fait 1000 francs de plus par mois à peu près. Approximativement, oui, c'est le calcul que j'ai fait. Oui. Alors, donc vous avez renoncé ici? Ah, ici, oui, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'habite, comme vous le voyez. Mais j'ai même mis sérieusement le projet en sommeil. Je tiens pas à ce que ça être obligé de retirer 30% de mon salaire pour pouvoir uniquement m'acheter une résidence secondaire. Chose que j'estimais normale à l'époque où j'ai acheté mon appartement. Si les investisseurs sont moins nombreux à cause des impôts, de la loi sur les loyers, les résidences secondaires se maintiennent. Elles constituent maintenant, avec 4 acquisitions sur 10, le principal secteur du logement ici.
La résidence de luxe à 3 millions ou plus, comme celle-ci, a ses clients habituels, arabes, britanniques, etc. et se vend toujours sans problème. C'est entre 500 000 francs et 1,5 million que les choses vont moins bien. Pour les classes moyennes et les cadres, pour qui la Côte d'Azur reste la région vedette de l'habitation de loisirs. Et tout cela à cause d'un problème de financement. Les 2/3 des achats aujourd'hui se font comptant. Avec des prêts bancaires à 20%, de moins en moins de gens peuvent recourir au crédit. La plupart de ceux qui empruntent ont 15 000 francs de revenus par mois ou davantage, ou bien sont à moins de 5 ans de la retraite, ce qui leur ouvre le droit aux prêts sociaux, épargne logement, etc. On se rabat sur les maisons anciennes où on réduit ses prétentions en s'éloignant de la côte et, comme partout, en se limitant à des 2 pièces ou des studios. Micheline et Yveline Borde viennent de Toulouse, 200 km, passer tous leurs week-ends et leurs vacances à Canet-Plage, non loin de Perpignan. Avec 40% des constructions de résidences secondaires, le Languedoc-Roussillon garde de loin le ruban bleu des régions, grâce à des prix raisonnables, moins de 9 000 francs le mètre carré dans le sud. Pour financer, premièrement, nous avions donc une caravane que nous avons revendue. Ensuite, nous avons acheté un petit appartement, qui de cet appartement nous a permis d'acheter, dans le revendant, de racheter quelque chose d'un peu plus important. Et puis voilà, du moment que nous avions le premier apport, tout était faisable. À la Grande Motte, devenue trop chère, les seuls programmes qui marchent sont ceux qui offrent des studios cabines. On s'entasse à 5 dans un 26 mètres carrés à 200 000 francs. À la montagne aussi, les acquéreurs achètent petit pour limiter leur crédit. Autre formule, on prend des parts de propriété à 50 000 francs la part pour 1 ou 2 semaines ou on se reporte vers la location. Mais le bilan reste noir, les constructions de résidences secondaires à la montagne ont chuté de 90% l'an dernier. On a beaucoup parlé du blocage des prix et des salaires hier lors du séminaire socialiste de Maison Lafitte qui regroupait des membres du parti et du gouvernement. Une stricte limitation des dérogations à ce blocage a été décidée. D'une manière générale, la fermeté fut le mot d'ordre. Les socialistes ont décidé le principe d'une mise à l'étude d'une réforme globale du système fiscal. Une révélation de Georges Filiou, le ministre de la Communication, dans le journal du dimanche, à paraître demain. Une 5e dans le nord et l'est du Liban. Je vous rappelle que les Syriens ont d'autre part fait savoir hier qu'ils n'en voulaient pas. En attendant, vous le voyez, un certain nombre de réfugiés quittent toujours la capitale. Par ailleurs, l'agence TASS a dit qu'à son avis, l'offensive israélienne lui avait coûté donc à Israël plus de 6 000 soldats tués ou blessés. Pologne, je vous le laissais entendre hier, le général Jaruzelski, qui est à la tête de l'État polonais, a maintenant tout à fait les mains libres après le départ de M. Olski, qui représentait un petit peu les apparatchiks au sein du Parti ouvrier unifié au pouvoir, et qui apparaissait comme une sorte de frein un petit peu à tous les efforts du général Jaruzelski pour élargir la base du pouvoir dit populaire, donc départ de M. Olszewski. Regain de tension entre l'Éthiopie et la Somalie. Un MiG éthiopien a été abattu par l'aviation somalienne, dit Mogadiscio, capitale de la Somalie. Les Éthiopiens auraient attaqué une ville située à 500 km au nord de cette capitale. Le reste de l'actualité à l'étranger en images avec Maurice Werther a commencé d'abord par cette nouvelle série d'attentats au Pays basque espagnol. L'ETA politico-militaire, l'organisation terroriste basque, a frappé la nuit dernière 21 explosions très soigneusement minutées entre 23h30 et minuit. Sont atteints les sièges régionaux des ministères centraux de Madrid dans les capitales des 3 provinces basques et de la Navarre. Dégâts importants, pas de victimes. L'ETA a tenu parole. Il n'y a pas eu d'attentat pendant la Coupe du Monde de football entre le 13 juin et le 11 juillet. Hizo explosión en la delegación provincial de trabajo situada en el barrio San Juan. De passage en Finlande, 350 Scandinaves et quelques autres marchent en direction de Moscou. Il ne s'agit pas d'une tentative d'invasion, mais d'une marche pour la paix et le désarmement qui d'ailleurs a reçu la bénédiction des autorités soviétiques. L'an dernier, le mouvement scandinave des femmes pour la paix avait pris la direction plein sud vers Paris. Cette fois-ci, la marche ne se fait pas tout entière à pied. Par exemple, pour passer de Suède en Finlande, les marcheurs ont pris le bateau. En URSS, une bonne partie du trajet se fait en chemin de fer.
Voilà, nous ne reviendrons pas ce soir sur le suicide de Patrick Devers, suicide confirmé par l'autopsie ce matin. Tout a été dit sur les circonstances de ce drame qui a frappé beaucoup plus que le simple monde du spectacle. Tout a été dit sauf peut-être l'essentiel, c'est-à-dire les vraies raisons du petit déclic qui, tout à coup, hier, vers 3h15 ou 3h30, a fait basculer le comédien vers la fuite et la mort. Nous allons en revanche développer une information qui nous est venue d'un petit village de l'Eure, près de Bernay. La population de la haie Saint-Sylvestre s'est mobilisée tout entière pour empêcher le départ de 3 jeunes enfants qui, depuis 8 ans, étaient confiés à une nourrice de la localité. Et le plus étonnant de cette affaire, c'est qu'il n'était pas prévu de les rendre à leur mère naturelle, mais à une autre assistante maternelle. Daniel Lecomte. Dans cette maison du pays normand, Madame Marchand et son mari vivent avec 3 enfants. 3 enfants pour qui elle a représenté le salut à une époque. Il y a 8 ans, en effet, Emmanuel, Sébastien et Nadine ont été placés sur décision de justice auprès de Madame Marchand, une assistante maternelle qui leur ont été... J'ai vu ces enfants arriver, bien sûr, dans un état très critique, je dirais, même sous-développé, avec un manque de nutrition évidente. Et c'était des enfants qui étaient vraiment très faibles sur le plan physique et moral. Ces enfants ont été à l'école, je les ai vus évoluer à l'école et je les vois aujourd'hui bien transformés. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on devrait les laisser dans cette famille parce qu'ils se trouvent très bien. On connaît mal les raisons, mais le fait est là. Le directeur de sauvetage de l'enfance, l'association qui avait confié les enfants à Madame Marchand, a convoqué celle-ci pour lui demander de s'en séparer. Une décision d'autant plus révoltante à ses yeux qu'il était question de placer le Benjamin dans une famille distincte des 2 autres. Le directeur de l'AIG m'a dit que j'avais aucune faute professionnelle. Alors je ne vois pas du tout qu'est-ce qu'on peut me reprocher. Peut-être que les enfants sont trop attachés à moi. Nous avons fait tout pour que ces enfants-là soient élevés exactement de la même manière, qu'il n'y a pas de fossé entre eux. Et puis voilà, on nous déclare que ces enfants-là sont séparés. Donc le petit dernier, 6 ans et demi, ne sera pas avec ses frères et sœurs. Et je crois que ça devient une chose quand même très importante à dire, parce que la psychologue a interviewé 2 fois le petit, et le petit lui a répondu qu'il ne s'entendait pas avec sa sœur, parce que sa sœur lui prêtait pas sa poupée, sa dinette. Alors, résultat de tout, on le sépare. On en était là ce matin jusqu'à ce que la population du village se mobilise et obtienne partiellement satisfaction, c'est-à-dire le report du transfert concédé par le directeur même de l'association. Hier soir, nous vous parlions des conséquences parfois dramatiques de la sécheresse en France. Il semble que ce soit encore pire en Italie. Le fleuve Pô n'est plus réduit qu'à un mince filet d'eau. Un agent de police qui réglait la circulation a succombé en plein carrefour à Cagliari. Un jeune homme rendu fou par la chaleur s'est jeté du haut de son balcon à Palerme. Les exemples abondent. Aux États-Unis, où l'on fait feu de tout bois, on essaie surtout de récupérer les effets bénéfiques des rayons solaires. Vous allez maintenant découvrir SolarOne, c'est-à-dire la plus grande centrale solaire du monde, 9 fois plus de miroirs que pour Thémis, la centrale française près de Perpignan. 1 milliard de francs pour ne fournir pour l'instant que 6 000 habitants. C'est cher, mais vous allez le voir, c'est très beau et c'est propre. Claude Guinière. Dans le désert du Mojave, à une centaine de kilomètres de Los Angeles, en Californie, SolarOne. La plus grande centrale solaire du monde. C'est cliniquement beau. Sans doute à cause de la pureté des miroirs, de leur forme et de la rigueur de leur alignement. En rond, pour un culte, évidemment celui du soleil. 1800 miroirs reçoivent et dirigent les rayons du soleil sur un réservoir d'eau au sommet d'une tour. L'eau, portée à ébullition, se transforme en vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui produit de l'électricité, c'est tout. C'est pourtant la centrale électrique la plus chère du monde, car ces miroirs, qui suivent toute la journée le soleil dans son déplacement, doivent en refléter les rayons avec une infinie précision sur le réservoir.
Des récepteurs qui servent de cible, des caméras au sol et des ordinateurs guident cette poursuite tout au long de la journée. Dans 3 mois, l'usine sera raccordée au réseau californien et couvrira l'équivalent des besoins de 2000 maisons, c'est-à-dire 6000 personnes, un gros village. En fait, SolarOne produira 10 mégawatts pendant 8 heures en été, pendant 4 heures seulement en hiver. Mais une partie de la chaleur, produite pendant la journée et emmagasinée dans une cuve contenant des cailloux, du sable et de l'huile réchauffée par la vapeur, sera restituée la nuit, permettant de produire 7 mégawatts pendant 4 heures supplémentaires. Un exemple de la chaleur concentrée par les miroirs. Regardez la tour et à gauche ce petit nuage blanc produit par un vol d'insectes qui vient littéralement de se volatiliser en traversant les rayons. Les oiseaux, eux, plus avertis, ne s'approchent plus de la tour. SolarOne est belle, mais ruineuse. Son électricité est 10 fois plus chère que l'énergie nucléaire. Les 1800 miroirs ont coûté une fortune. Les prix tomberont si la fabrication augmente, alors on envisage la construction en Californie d'une usine de 100 mégawatts pour fournir 60 000 habitants. Ce qui étonne ici, à part mon casque dont le port est obligatoire, on a sans doute peur que le soleil vous tombe sur la tête, c'est cette propreté symbolisée par ces glaces, ces miroirs, ces tuyaux d'acier et ces ordinateurs. L'énergie que l'on produit ici est propre, l'atmosphère du désert est pure et le restera. Et c'est réconfortant. Claude Gagnère, antenne de Los Angeles. Nous avons pensé qu'en ces temps de grande chaleur, vous auriez besoin de vous rafraîchir. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés aux 24 heures de planche à voile de la Baule, dont le départ a été donné à l'heure du déjeuner par le ministre de la Mer, Louis Le Pinsec, qui, par parenthèse, a fait savoir qu'aucune réglementation n'était envisagée pour la planche à voile, en particulier pas de permis pour la pratique de ce sport. Un sport dont l'aspect économique ne peut nous laisser indifférents. Mine de rien, la France est devenue le premier producteur mondial en la matière. Une enquête de Gérard Rinet et de Patrick Voix. Un flotteur minuscule, une voile, évoque la galère. Personne n'y croyait, et pourtant en 5 ans, la planche à voile a bel et bien coulé le dériveur et paradoxalement sauvé plus d'une entreprise. Une idée simple, un produit pas cher, il n'en fallait pas plus. La France est aujourd'hui le premier constructeur mondial de planches. Une croissance de 10% par an et des perspectives d'exportation extraordinaires. Pourtant, le marché a été créé de toutes pièces. Faute de pouvoir vendre leurs voiliers, les fabricants ont dû trouver des solutions de rechange. La planche, invention américaine, tombait à point. D'abord, le pari ne comportait pas un gros risque, c'est-à-dire que la fabrication de la planche à voile et la fabrication de ses accessoires, ce sont tous des industries légères. Donc au départ, le pari ne comportait pas un gros risque parce que pour investir dans la fabrication d'une planche et de ses accessoires, il fallait très peu d'investissement financier, très peu d'investissement technologique. Donc ça a fait l'objet d'initiatives extrêmement nombreuses. Et comme la planche est de façon intrinsèquement plaisante, la création de la demande a été facile et rapide. Du plus grand au plus petit, tous les fabricants se sont donc lancés dans cette aventure. Avec 300 000 planches vendues par an, la France prend donc la première place du marché international. 32% de la consommation mondiale pour les Français, 8% seulement pour les Américains. Mais aujourd'hui, le vent commence à tourner. Non pas tant parce que le marché s'essouffle, mais plutôt parce que les professionnels se réorganisent. Depuis 2 ans à peu près, et ça vient toujours des États-Unis, c'est créé un nouveau marché de la planche à voile. C'est le marché de la funboard, c'est le marché des planches de saut, c'est le marché de la planche d'amusement et de la planche à beau spectacle, si vous voulez. Et pour des planches comme celle-là, il faut suivre la mode d'une façon et suivre l'évolution technique, si je puis dire, de façon très très particulière. Ce qu'il faut, c'est que ça demande une construction, de nouvelles constructions tous les jours. Et donc les petits producteurs de planches, les petits fabricants risquent de s'en sortir par le biais de ce marché-là, et les gros fournisseurs toujours en touchant la clientèle classique qui vient faire la planche 1 mois ou 2 mois tous les étés. 1, 0. C'est parti, le passage de l'artisanat à l'industrialisation est donc amorcé. Et seuls les plus forts profiteront désormais de l'expansion du marché, à moins d'avoir très vite d'autres idées. Plusieurs fabricants travaillent déjà sur les planches de demain, des engins sophistiqués à mi-chemin entre le dériveur, la planche et le catamaran.
Voilà, si l'on accepte ces 24 heures de planche aujourd'hui, actualité sportive très réduite, repos dans le Tour de France cycliste, mais quand même, essai du Grand Prix automobile de Brands Hatch. Dominique Leglou nous commence ses essais. Le Grand Prix aura lieu demain. Meilleur temps de la séance d'essai de vendredi, le Finlandais Keke Rosberg conserve sa pole position après l'ultime séance sur le difficile mais rapide circuit de Brands Hatch. C'est Riccardo Patrese sur Brabham qui l'accompagnera en première ligne sur la grille de départ. Il a en effet relégué son coéquipier Nelson Piquet au second rang. Un rang qu'il occupera conjointement avec le grand perdant d'aujourd'hui, Didier Pironi sur Ferrari. En ce qui concerne les Renault, les problèmes d'adhérence semblent en partie résolus. L'espoir succède à l'inquiétude. Arnoux partira en 6e position, Prost en 8e. Pour une fois que les Renault ne sont pas en pole position au moment du départ, on peut peut-être espérer les voir enfin à l'arrivée. Voilà les pronostics de Pierre Brest qu'on me communique à l'instant par téléphone pour le tiercé de demain. Vous allez les découvrir en principe sur votre écran. Le 6, le 5, l'As, le 14, le 9, le 17, le 8 et le 16. Un peu d'opéra maintenant, c'est Verdi qui constituera cette année la ligne de force musicale des Chorégies d'Orange. Le premier spectacle, La Force du Destin, avec Montserrat Caballé et Gabriel Baquier. Bien, vous le verrez sur Antenne 2 en fin d'année. Et Georges Bégout s'est intéressé à l'enregistrement, si vous voulez, c'est un petit peu l'envers du décor. Vous allez donc découvrir ce qu'est une retransmission d'opéra vue par la télévision. Au milieu des tuiles provençales, le mur antique d'Orange convient parfaitement à la grandeur et à la démesure de la musique de Verdi, qui retentira par 3 fois pendant les Chorégies 82 d'Orange. Il y aura Nabucco, il y aura le Requiem et La Force du Destin. La Force du Destin sera retransmise entièrement par Antenne 2. Et ceci n'est pas une mince affaire que de filmer un opéra. Des caméras comme celle-ci, il y en a 5 disposées dans les gradins, chacune offrant une image différente, gros plan, plan moyen, plan général, qui traduisent à l'échelle du petit écran l'ensemble de l'action que voit le spectateur du théâtre. Ces images, le réalisateur, Roger Benamou, les reçoit toutes dans son quart et il les sélectionne. Il reconstruit la mise en scène suivant un découpage qu'il peaufine tous les jours pendant les répétitions. Ce que le téléspectateur perd en vision globale, il le gagne en finesse, notamment en ce qui concerne le son. La SFP a mis ici à sa disposition un quart d'enregistrement stéréo qui possède 24 pistes. Jour après jour, avant le grand direct, on visionne les répétitions tournées la veille. On travaille mais on chante aussi car beaucoup de techniciens sont des passionnés d'opéra et lisent la partition. Malgré tous ces préparatifs, on tournera dans les conditions périlleuses du direct et certains chanteurs apprécient beaucoup cette formule. Moi, personnellement, ce n'est qu'une opinion personnelle, je préfère le reportage direct, comme nous faisons ce soir, comme vous faites à Aix, n'est-ce pas? Voilà. Pour moi, il y a beaucoup plus de sincérité, il y a beaucoup plus d'impact, on sent la présence du public, même quand on est devant son petit écran. Et bon, avec Alain Gillot-Pétret, la météo maintenant.
Oh, la météo c'est très simple. Aujourd'hui comme hier et comme demain, ce sera plein soleil sur toute la France, en plein sur la pochette jaune de soleil. Pourquoi? Eh bien regardez la photo satellite de la météo nationale. Nous avons souligné la France en rouge ici. Que voyez-vous? Vous voyez ici du blanc sur les Alpes, du blanc également sur le Massif central, mais partout ailleurs c'est noir, donc pas de nuages. C'est donc du beau temps. Qu'est-ce qui nous attend demain? Eh bien il nous attend demain ceci. Ah non, pas ça. La photo satellite s'il vous plaît. On peut pas la revoir? Si, la revoilà. Ce qui nous attend demain, c'est ceci, c'est-à-dire du beau temps tout à fait dégagé. C'est l'anticyclone des Açores qui a poussé un bras jusqu'à chez nous et qui donne du très beau temps sur l'Espagne, sur l'Afrique du Nord et sur une partie de l'Italie. Mais là, il y a beaucoup de nuages, donc la sécheresse italienne, c'est peut-être pas évident aujourd'hui. Pour demain, alors maintenant, la carte en détail région par région. Comme vous le constatez, ce sera comme aujourd'hui, à savoir sur les Alpes, des Alpes à la Corse, quelques passages nuageux accompagnés d'orages, surtout en fin de journée et même en cours de nuit sur ces régions-là. Possibilité également de quelques orages isolés sur le sud du Massif central et sur les Pyrénées-Orientales. Sur le reste de la France, après dissipation des brumes matinales, surtout sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, c'est du soleil sur tout le pays, aussi bien dimanche que lundi. Les températures prévues pour demain par la météo nationale sont en hausse, pas au sud. Il faisait 34 degrés à Marseille aujourd'hui, il fera 34 degrés demain, c'est bien assez chaud comme ça, mais sur tout le reste de la France, c'est en hausse, minimum 20 degrés à Cherbourg, maximum 34 à Marseille. La moyenne nationale se situe aux alentours de 26 à 27 degrés, ça commence à être très chaud. Demain, dimanche 18 juillet, 2 minutes de soleil en moins, levé 6h08, couché 21h45, et c'est la Saint-Frédéric qui donnait son nom un jour à un fort beau cyclone. Voilà, à 23h15, Patricia Charnelet, à 12h45 demain, Philippe Labro. Nous nous quittons sur de très belles images du championnat de France de ski nautique qui s'est déroulé aujourd'hui à Toulouse. Et en l'absence de Patrice Martin, voici le vainqueur, Tanguy Bennett. Bonsoir à tous, à demain 20h.